Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. C'est un sujet extrêmement sensible chez les humains et les animaux, mais particulièrement chez les humains, et en particulier chez les femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde et de maladies auto-immunes, parce que c'est bien sûr essentiellement des femmes qui sont touchées par ces maladies. Donc plusieurs questions à laquelles on peut répondre aujourd'hui, qui sont des questions importantes. La première question, on se pose toujours la question dans les maladies auto-immunes, dans le lupus, dans des maladies comme ça, existe-t-il une baisse de la fertilité? Alors si je vous posais la question, baisse de la fertilité dans le lupus, qui dit oui ou qui dit non? Est-ce qu'il y a une baisse de fertilité dans le lupus? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est intéressant. Hein. Si vous avez demandé est-ce qu'il y a une baisse de fertilité dans la polyarthrite rhumatoïde, eh bien étonnamment, oui. Ouais. En attendant, ce n'est pas forcément évident, intuitivement, il y a une baisse de fertilité dans la polyarthrite rhumatoïde. Voilà les trois éléments en fait, qui sont des arguments pour ça. La taille des familles de polyarthrite rhumatoïde est plus petite que les familles contrôle. Ça a été étudié depuis un certain temps. Alors, quel est le facteur qui fait que la taille de ces familles est réduite? Est-ce que c'est des choix personnels parce qu'on est malade? C'est assez compliqué à analyser. Hein. Mais ça n'est pas forcément vrai dans d'autres maladies chroniques. Donc, vous voyez, on peut penser qu'il y a effectivement un facteur influençant la fertilité et peut-être un facteur organique hein, qui est, vous verrez, potentiellement, et c'est la vérité, j'anticipe un petit peu, qui est l'activité de la maladie. Une polyarthrite rhumatoïde active a une baisse de la fertilité. Donc il y a bien un lien avec l'activité de la maladie. Ça ne sont pas que des facteurs psychosociaux, des facteurs exogènes, si vous voulez, à la maladie. Il y a bien un effet polyarthrite rhumatoïde. Autre argument qui va dans le même sens, c'est que le délai de conception est plus important dans la polyarthrite rhumatoïde. Quand vous comparez à l'Integra, vous voyez les chiffres, hein. C'est significatif, tout juste. Hein. L'intervalle de confiance va de 1 à 2,4, mais vous avez 60% de temps de délai de conception, je traduis ça comme ça simplement, de délai de conception plus long chez la femme qui a une polyarthrite rhumatoïde par rapport à l'hétéro. Donc il y a effectivement, globalement, une perte de fertilité, peut-être liée, c'est le troisième élément qui est biologique, peut-être lié à des facteurs non seulement liés à la maladie, mais aussi liés à des perturbations hormonales. Il y a des éléments, que je ne détaille pas, mais sur des hormones qui seraient perturbées pendant la période d'activité de la maladie. La deuxième question qu'on se pose, et vous savez y répondre, c'est est-ce que la grossesse modifie l'activité ou la sévérité d'une polyarthrite rhumatoïde? Alors ça c'est assez classique, on voit un peu de tout. Alors si on pose la question comme ça, on a tendance à dire, et on faisait ça à l'ancienne, on disait oui, de toute façon la grossesse va guérir la polyarthrite rhumatoïde. Enfin, si vous avez posé la question, bon, oui, vous faisiez ça. Hein. Moi j'ai encore fait ça, hein, comme c'est pas très bien, aujourd'hui on ne le ferait plus, mais une femme qui a une polyarthrite qui démarre, qui veut un bébé, vous dites écoutez, faites un bébé et on ne démarre pas de traitement et on verra. Il ne faut surtout plus jamais faire comme ça. Ça je peux vous dire, moi je l'ai regretté vraiment profondément chez 2 ou 3 patients qui avaient des formes très graves et qui finalement, vous allez comprendre pourquoi, ayant des formes graves, n'arrivaient pas à avoir d'enfant, mais insistaient, ne voulaient pas de traitement, et ne voulant pas de traitement, continuent à vouloir un enfant, bref, et on se retrouve. Après, ça va très vite, hein, la vie, hein. 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis elles sont totalement détruites, elles n'ont jamais eu de traitement, et jamais eu de bébé, évidemment, parce qu'elles étaient très actives. Donc ça, je crois qu'il ne faut vraiment plus faire comme ça, vous verrez pourquoi. Les chiffres, vous voyez, d'amélioration de l'activité, la maladie s'améliore bien pendant la grossesse dans 50 à 75% des cas, mais seulement dans 50 à 75% des cas. Donc c'est un peu plus que la moitié. Inverser le chiffre, ça veut dire que 25 à 50% des patients ne s'améliorent pas, voire s'aggravent pendant la grossesse. Alors je reviens sur mon truc, bouteille à moitié vide, à moitié pleine, mais c'est exactement ça. Vous voyez que c'est pas aussi blanc-noir qu'on le dit. La grossesse, c'est pas forcément une bonne chose dans la polyarthrite rhumatoïde. Plutôt, mais pas obligatoirement. Et vous voyez, si je prends même les chiffres d'évolution, d'évolution de la maladie pendant l'ensemble de la période de la grossesse, vous voyez que le taux de rémission complète, il n'est pas, il ne bouge pas beaucoup. Hein. Before 10, 26 weeks, 20, vous voyez, vous n'avez pas un grand gain
de rémission complète pendant la polyarthrite rhumatoïde. Hein. C'est pas exceptionnel. L'amélioration, alors c'est intéressant, s'il y a amélioration pendant la polyarthrite rhumatoïde, c'est assez intéressant, elle est plus forte dans la population de polyarthrite séronégative. Donc, en d'autres termes, les séropositifs s'améliorent moins fréquemment et de façon moins importante pendant la grossesse que les séronégatives. Donc, en gros, les séropositifs étant plus sévères, on pourrait faire un truc par transition, plus c'est séropositif, plus c'est sévère, moi ça s'améliore pendant la grossesse. Or, c'est sévère qu'on va voir s'améliorer. Et puis, dernier point, ça vous l'avez tous vu, il y a parfois des rechutes explosives du postpartum, hein, on a tous vu ça, et quand vous regardez les chiffres, effectivement, dans le postpartum, 40 à 70% des patientes rechutent. Et c'est souvent des rechutes, je le répète, extrêmement sévères. Alors, globalement, l'amélioration existe, et elle est intéressante, mais on ne va pas faire le travail cet après-midi. C'est intéressant de s'intéresser à pourquoi elle s'améliore, parce que vous avez compris, c'est un vieux truc, hein, les rhumatologues, essaient de mieux comprendre la grossesse pour mieux comprendre quels seraient les mécanismes qui permettent l'amélioration, puisque c'est ces mécanismes qu'on pourrait peut-être utiliser en thérapeutique. Le truc qui est compliqué, c'est que la grossesse, c'est un événement immunologique extrêmement compliqué. Hein, si vous avez déjà réfléchi, finalement, c'est un truc assez magique à la grossesse. Hein. C'est-à-dire que votre système immunitaire, alors qu'il est malade d'une maladie auto-immune, il doit se mettre dans un état qui lui permette d'accepter un fœtus qui est à moitié différent de vous. C'est quand même, vous êtes déjà auto-immun, et il faut faire de telle sorte que vous avez une tolérance qui tolère un tissu, c'est-à-dire un fœtus, à moitié différent. Donc c'est quand même très particulier. Et donc, je n'ai pas le temps de le faire, mais tout ça implique des facteurs hormonaux, des facteurs moléculaires, des facteurs génétiques, des facteurs épigénétiques que je n'ai pas mis là-dedans. Enfin, des tas de trucs qui fait que personne n'a encore bien modélisé ce qu'est une grossesse sur le plan immunitaire. C'est extrêmement compliqué, hein, parce que personne n'a jamais tout regardé. Mais ça reste très très intéressant, et je reste convaincu qu'on peut encore tirer beaucoup de choses de cette période. Nous, on est en train de faire un travail que Amina connaît, je crois, une étude très scientifique, très moléculaire, sur l'influence qu'a la grossesse sur l'épigénétique et le microbiote intestinal. Parce que ça change aussi. Vous voyez, on parle beaucoup de microbiote qui est modifié par des tas de choses, mais le microbiote est modifié au cours de la grossesse. Alors, est-ce qu'il est modifié parce que les hormones sont modifiées? Ça, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, il y a des modifications de l'environnement qui a des conséquences sur l'environnement microbien et sur l'épigénétique du malade. Donc, on est en train d'étudier ça et de comparer le plus les polyarthrites rhumatoïdes. C'est assez intéressant. Mais c'est compliqué à faire. Il faut du temps. Donc, j'en dis pas plus, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire sur grossesse et polyarthrite rhumatoïde. En d'autres termes, message pratique à l'issue de ces deux premières questions, je résume les résultats. 1. La polyarthrite rhumatoïde rend hypofertile, surtout quand elle est fortement active. Et 2. La grossesse n'améliore pas tant que ça, l'améliore, mais pas tant que ça, la polyarthrite rhumatoïde active. Donc qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, ça veut dire qu'il faut programmer une grossesse en période de faible activité de la maladie. Et ça, on peut le prouver aujourd'hui. Alors qu'on faisait l'inverse. De temps en temps, forte activité, soyez enceinte et puis on verra. Donc aujourd'hui, on le sait, c'est une étude très très intéressante, publiée il y a 1 an et demi maintenant, qui est une étude de 245 patientes qui voulaient avoir des enfants en période de conception. Et ces patientes se séparent en deux groupes. Un groupe de patientes, 58% des patientes qui ont eu un enfant normalement, c'est-à-dire dans un délai de moins de 12 mois, c'est ce qu'on appelle, pour des populations de cet âge-là, un délai de fertilité normal, moins d'une année en fait, hein, sans contraception. Hein. Vous arrêtez la contraception, normalement, vous devez tomber enceinte, entre guillemets, dans l'année qui suit. Donc ça, c'est le groupe fertile normal, 58% des patients, et 42% sont hypofertiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu de grossesse, ou qu'elles ont eu du mal à avoir un enfant, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas conçu l'enfant dans l'année qui suit. D'accord? Et ces données sont données très importantes, hein, c'est la plus grosse étude, 245 patientes, a permis de montrer, c'est très très net, qu'il y a une corrélation très franche entre la fertilité et l'activité de la maladie. Regardez les chiffres, hein, c'est la proportion de patientes qui ont eu des enfants. Si je prends la courbe la pire, c'est-à-dire la courbe
DAS supérieur à 5.1, qui est là, vous voyez, quelque part ici, celle-là, vous voyez que c'est très très peu de patientes qui ont eu des enfants quand elles ont une maladie extrêmement active. Plus vous avez la maladie active, plus le DAS est élevé, moins vous avez de chances de pouvoir être enceinte. Donc ça, c'est vraiment très important. Et l'autre élément qu'on ne connaissait pas, c'est d'établir en études multivariées, c'est-à-dire indépendamment de l'activité que je viens de montrer, quel est l'impact des traitements que la femme prend. Parce que plus elle est active, plus elle prend de traitement. Alors bien sûr, elle ne prend pas de méthotrexate, par définition. C'est une époque, elle ne prenait pas de biologie. Mais elle prenait quoi? Moi je donnais, je disais, mais écoutez, vous prenez des corticoïdes, et on verra, on fait... parce que ça, on peut en laisser pendant la grossesse. On vous donne un peu d'AINS au départ, mais on arrêtera le 3e trimestre pour la fermeture du canal artériel, on arrêtera à 6 mois. Mais vous continuez les corticoïdes, on monte même un peu les corticoïdes, c'est exactement ce qu'on faisait, et on donnait un peu d'AINS. Catastrophique. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous voyez dans cette étude, il y a une corrélation très nette entre la fertilité et la dose de corticoïdes. Alors, le cut-off est 7,5. Vous voyez que pas de corticoïdes ou des très faibles doses inférieures à 7,5, l'impact n'existe pas. Mais dès que vous donnez plus que 7,5, vous voyez qu'il y a une forte hypofertilité impactée par les doses de corticoïdes supérieures à 7,5. Donc, on faisait, et les AINS c'est pareil, ça on ne le savait pas, enfin, on l'a découvert il y a un peu plus longtemps, mais l'AINS l'anti-inflammatoire, le Voltaren, tout ce que vous voulez, sont des molécules qui empêchent l'ovulation, qui empêchent l'anidation. Et je crois que c'est un truc très important, une femme enceinte qui n'arrive pas, enfin, une femme qui veut être enceinte, qui a une maladie inflammatoire, polyarthrite, qui veut être enceinte, faites attention, arrêtez les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les gens ne vous le disent pas toujours. Hein. Ils prennent parfois le Voltaren d'AINS sans vous le dire. Ils le prennent parce qu'ils vont faire des courses, parce qu'ils veulent avoir un confort, etc. Ils ne vous le disent pas, mais c'est un inhibiteur de l'anidation et donc inhibiteur de la fertilité. Donc cette étude, je crois qu'elle est vraiment très importante. Hein. Vous voyez que ça inverse complètement ce qu'on faisait. Pour concevoir, il faut avoir une maladie qui n'est pas active, il ne faut pas prendre de corticoïdes à plus de 7,5 et il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pour être en situation optimale. Et c'est très important parce que c'est à l'inverse de ce qu'on disait, ce qu'on faisait autrefois. 4e question, mais je ne vais pas m'étendre, c'est qu'est-ce que vous faites avant de débuter, d'autoriser la conception? C'est assez classique. Donc de fait, vous avez compris, puisqu'on sait ce qu'on vient de dire, il faut évaluer la maladie, l'activité de la maladie, évaluer les traitements contre-indiqués, les traitements pris pendant la grossesse, donc évaluer la prise d'AINS et de corticoïdes, ainsi que les autres. Ça, on y reviendra. Et puis, n'oubliez pas quand même, on oublie de temps en temps, 5% des polyarthrites rhumatoïdes ont des anticorps anti-SSA, ROSSA, et 5% quand même. Et là, ces femmes-là sont exposées à un risque d'atteinte fœtale par les anticorps anti-RO et de faire en fait ce qu'on appelle, entre guillemets, un lupus néonatal, hein, on appelle ça comme ça, dont la complication principale est l'atteinte du cœur du bébé, en fait. Hein. C'est myocardiopathie fœtale par passage des anticorps. C'est un modèle très très particulier de maladie auto-anticorps. L'anticorps de la maman traverse le placenta et va dans le cœur du bébé et lésine le cœur du bébé. Les questions fondamentales qu'on se pose évidemment dans ces circonstances, c'est les traitements. Après avoir parlé de maladies, d'activité de la maladie, parler de traitements spécifiques comme la cortisone et l'AINS, on va s'intéresser. Alors là, c'est classique. Là, tout ça, vous le savez, mais je vous le rappelle, le méthotrexate, il est mutagène, tératogène et abortifant. Donc, il n'y a pas de pire. Hein. Ça donne des malformations et ça fait avorter. Donc, le méthotrexate, il ne faut pas continuer. Ça, c'est très clair, on arrête obligatoirement et c'est un risque majeur de malformation. On multiplie par 3 le risque de malformation. Donc là, il n'y a pas de photo, il n'y a pas une discussion possible. La grande chose qui a changé, c'est qu'on s'est rendu compte que le méthotrexate faible dose, il était métabolisé très très vite dans le corps. En fait, vous avez peut-être vu ces données-là, le méthotrexate que vous prenez, il est transformé en quelques heures en polyglutamate intra-érythrocytaire. Donc en fait, pour simplifier les choses, le méthotrexate devient en fait un dérivé métabolique stocké dans les globules rouges et n'est plus dans la circulation. Et donc, n'accède plus, par définition, fœtus en 24 heures. On a un organisme national qui s'appelle le CRAT,
c'est le Centre de tératogénèse national, qui est un organisme d'État, hein, c'est pas un organisme privé, c'est un organisme d'État, et le CRAT analyse tout ça. Données de pharmacovigilance, données de pharmacocinétique, etc., etc. Et il dit que 24 heures après l'arrêt du méthotrexate, 24 heures après l'arrêt du méthotrexate, vous pouvez concevoir sans risque. Bon. Ça, c'est des règles, j'allais dire, mathématiques. La recommandation qu'on fait, parce que si vous dites ça aux femmes, vous allez avoir des grossesses sous méthotrexate à tous les coups. Hein. Donc, je crois qu'il faut être... le CRAT, c'est le CRAT. Le CRAT, c'est un organisme, mais il ne souhaite pas les malades. Hein. Donc, nous, la recommandation, en accord avec le CRAT, c'est de dire, vous demandez aux femmes d'arrêter le méthotrexate au moins un cycle avant la conception. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que si vous leur dites d'arrêter 24 heures avant, vous ne maîtrisez rien. Vous savez très bien comment ça se passe, donc on ne maîtrise rien. Donc il vaut mieux dire un cycle avant, comme ça vous êtes vraiment tranquille et il n'y aura pas de dégâts. Donc voilà la recommandation, mais ça change énormément de choses. Vous vous rappelez à l'époque de Jacques Sany, on disait jusqu'à 1 an d'arrêt du méthotrexate avant la grossesse. Jusqu'à 1 an, puis on a dit 6 mois, puis très longtemps on a dit 6 mois. Aujourd'hui c'est 24 heures. Enfin, si on était même... c'est même pas 24 heures, c'est 20 heures, exactement. Donc vous voyez, même pas une journée. Bref. Donc, un cycle, retenez un cycle, mais que le risque est moins grand, mais par contre, il ne faut pas de grossesse sous méthode. Ça, c'est vraiment très dangereux. Hein. Et la malformation, logiquement, elle s'installe très vite. Hein. Vous voyez, s'il y a une toxicité embryonnaire malformative, elle est dans les premières semaines de la gestation. Hein. C'est dans les 12 premières semaines de la gestation. C'est tout de suite. Hein. Et le temps de se rendre compte qu'on est enceinte, vous savez très bien, les femmes, voilà, on met souvent plusieurs semaines avant de se rendre compte qu'on est enceinte. Donc si malheureusement vous avez une méthotrexate hebdomadaire, 3 semaines ou 4 semaines, c'est mal parti. C'est mal parti. Donc ça, faites quand même très attention, il faut bien expliquer ça au patient. Les fluinomides, je ne fais pas de commentaires. Le léfumonide induit aussi des malformations. Moi, je n'utilise jamais le léfumonide chez les femmes qui veulent en concevoir, pour une raison extrêmement simple, c'est que la demi-vie du léfunomide est telle que le médicament est dans les tissus et le sang plusieurs mois. Donc, on fait un wash-out. S'il n'y a pas une wash-out, le risque toxique est réel. Donc, tant que les femmes sont en période de concevoir et qu'elles ont envie d'avoir un bébé, après le bébé peut être accidentel, hein, mais moi, je ne donne pas de léfunomide aux femmes en période de reproduction pendant plusieurs semaines. Donc, je réserve ça aux femmes qui ont déjà des enfants dans le cul, aux femmes plus âgées, voilà, mais jamais dans cette période-là, c'est mon analyse personnelle. Même si c'est une bonne molécule hein, qui rend des services, hein, et voilà, c'est comme ça. Corticoïdes, sulfasalazine et plaquenil, c'est possible de le donner pendant la grossesse. Alors les corticoïdes, je vous rends attentif quand même à une vieille littérature, il y a des gynécologues qui écrivent encore, et c'est vrai que ça traîne encore dans le milieu libre, on disait que les corticoïdes entraînaient des fentes palatines. Je ne sais pas si vous avez lu ça, plusieurs gynécos qui ressortent des vieilles observations de fentes palatines dans les corticoïdes. Je crois que c'est oublié, je crois que ça n'existe pas. En tout cas, on n'a pas de données actuelles pour ça, et pourtant on donne quand même beaucoup de corticoïdes. Idem pour le plaquenil, bien que le plaquenil ne soit pas un traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, à mon sens, hein, je ne dis pas qu'il ne faut jamais en donner, parce que parfois on peut en donner en complément de quelque chose, pour un bénéfice métabolique, thrombotique, ou dans des formes avec un peu d'auto-immunité, chez des gens qui ont une polyarthrite avec un peu d'auto-immunité systémique, on peut donner du plaquenil dans cette situation-là. Et si on est dans cette situation-là, on peut laisser le plaquenil, c'est plutôt bien pendant la grossesse, on le sait aujourd'hui très bien dans le lupus, on laisse le plaquenil, on met même du plaquenil pour couvrir une grossesse lupique, alors que pendant très longtemps, on a contre-indiqué le plaquenil. Et vous savez pourquoi? Pour cette seule observation. Cette observation qui date des années 60, hein, et elle est troublante, hein, je suis d'accord, et c'était non pas le plaquenil, mais la chloroquine, hein, la nivaquine, mais c'est vrai que cette observation publiée dans une revue d'ORL, vous voyez, je cite la revue de l'année 64, c'était une femme de 30 ans qui avait un lupus discoïde traité par nivaquine, elle a fait 4 grossesses sous nivaquine et 3 grossesses sans nivaquine. Les 4 grossesses sous nivaquine se sont compliquées ou d'un avortement ou de malformation, et les 3 grossesses sans nivaquine n'ont eu aucune complication. Et de cette observation troublante, on en a tiré une conclusion qui a été utilisée pendant près de 30 ans, 40 ans quasiment, en disant pas d'antipaludéen pendant la grossesse. Alors, méfiez-vous de la nivaquine, peut-être, on ne sait pas, mais le plaquenil, c'est safe.
il faut donner du plaquenil dans les grossesses subdites. On peut le laisser dans une grossesse de polyarthrite s'il y a une raison de mettre du plaquenil, mais il faut qu'il y ait une raison. Je rappelle, pas de plaquenil dans la PR comme traitement de fond, ça ne sert à rien seul. Donc, il faut rappeler ces éléments. Je finis par la dernière partie, la 6e question, qui est une question attendue forcément, parce que si tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est vrai, il n'y a pas grand-chose à laisser pendant la grossesse. Hein. Le métaux, je ne peux pas, le léphinoïde, je ne peux pas, la salazo, bon, très honnêtement, ça marche quand même pas très bien. L'imurel, je ne l'ai pas mis parce que c'est pas un traitement d'APR, mais on pourrait mettre que ça marche pas dans l'APR. Les corticoïdes, je viens de vous dire qu'il faut plus en mettre. Les INS, pareil, vous faites quoi? C'est compliqué, hein, vous faites quoi? Chez une patiente qui a une forme active, sévère, qui ne va pas être enceinte le premier jour, vous faites quoi? C'est compliqué, hein. Et c'est pour ça que la littérature sur le risque des biologiques pendant la grossesse est très intéressante. Vous allez voir qu'il y a des éléments nouveaux. Alors, d'emblée, on peut dire aujourd'hui, les anti-TNF n'ont pas de rôle tératogène connu. Alors je le dis d'emblée, parce que vous savez qu'il y a eu en 2009, il y a maintenant 6 ou 7 ans, une publication à la CR, je ne sais pas si Aïcha ou Amina vous rappelez, plénière à la CR, où ils ont présenté en fait des syndromes de Bacter. Alors syndrome Bacter, j'ai dit ce que ça veut dire, ce sont des syndromes malformatifs complexes qui, dans cette présentation, auraient pu être induits par les anti-TNF. Donc tout le monde était assis, ébahi, parce qu'on s'est dit c'est catastrophique, les anti-TNF donnent des complications fœtales. C'était quand même sous-tendu, vous savez, par un mythe qui est très important, qui est le mythe de thalidomide. Vous savez que thalidomide a une action anti-TNF. Hein. Et vous savez qu'on a cru, je ne sais pas si c'est vrai, parce que ça n'a jamais été réétudié, mais on a cru pendant longtemps, vous vous rappelez la complication avec thalidomide, c'était des phocomélies, c'est-à-dire les bras et les jambes ne poussent pas. Et en fait, l'explication des phocomélies sous thalidomide, c'est que les bourgeons vasculaires qui font les membres ne poussaient plus. Et donc, comme le bourgeon vasculaire artériel ne pousse plus, le membre ne pousse plus. Or, l'effet anti-angiogène du thalidomide était attribué en partie à un effet anti-TNF. Donc, c'était pas illogique, vous voyez. Mais en fait, en réalité, c'est probablement pas comme ça que ça marche. Donc, ces données publiées en 2009 ont été infirmées depuis. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune donnée solide prouvant la tératogénicité, l'embryotoxicité des anti-TNF pour la grossesse. Ça n'est pas toxique sur l'embryo. Jusqu'à preuve du contraire, et je vais vous montrer quand même quelques éléments qu'on doit garder en mémoire, hein, parce que la médecine, c'est jamais blanc-noir, ça c'est le message principal, il y a quelques éléments qui doivent inciter un tout petit peu de prudence. Alors, si ça n'est pas tératogène, c'est parce que ça ne passe pas beaucoup au placenta. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que les biomédicaments, c'est ou des anticorps ou des protéines de fusion. Or, le placenta, il est relativement fermé pendant les 2 premiers trimestres au passage des molécules biologiques. En revanche, le placenta s'ouvre vers la 24e semaine à peu près pour permettre le passage des immunoglobulines de la maman vers le bébé. C'est très bien foutu, hein, en fait. Hein. Au départ, le bébé n'en a pas besoin, il pousse, il est bien chaud, mais le jour où il prépare sa sortie vers le 6e mois, 3 mois avant l'accouchement, ça commence à devenir intéressant de lui transfuser, enfin de lui passer à travers le placenta les anticorps de la maman. Et c'est là que ça commence réellement. Donc c'est vrai qu'il y a peu de passages transplacentaires des molécules vivantes, biologiques, pendant les 2 premiers trimestres. Or, c'est bien pendant ces 2 premiers trimestres que se passe l'embryogenèse. Après 6 mois, le fœtus, c'est un fœtus, hein. Il est constitué, hein, complètement, quasiment. Donc, il y a peu de passages, et en plus, ce passage est très variable selon les biologiques. Vous voyez qu'il y a, sans entrer dans le détail, les anticorps passent mieux que les protéines de fusion, mais il y a des anticorps qui ne passent pas, et notamment le certolizumab. Voilà une étude des concentrations d'anti-TNF dans le sang du cordon comparé à la mère. Vous voyez, quand on compare le sang du cordon et la maman, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.